Bonjour Salim, bienvenue dans QPV 2026. Que pour vous 2026, c'est l'émission, le podcast qui reçoit celles et ceux qu'on entend rarement, on va dire sur les plateaux télé. On donne la parole à toutes celles et ceux qui rentrent dans l'arène pour mars 2026, donc bienvenue à toi. Merci. Euh, Merci pour l'accueil, merci pour l'invitation. Mm. Honoré d'être là. Enchanté Salim. Enchanté. Salim Drissi, tu te présentes tête de liste aux élections municipales de la ville de Chelles, en Seine-et-Marne dans le 77. Donc, est-ce que tu peux te présenter, d'où tu viens, quel est ton parcours, on va dire politique, professionnel et ou associatif? Alors moi je m'appelle donc Salim Drissi, j'ai 34 ans. Donc c'est ma deuxième élection municipale. Donc sans étiquette à Chelles. Chelles, donc première ou deuxième ville de Seine-et-Marne, ça dépend des semaines du nombre de promotions immobilières. Mais voilà, moi je suis un enfant de la ville, j'y ai grandi. J'ai intégré Sciences Po Paris après bac, D'accord. justement grâce aux conventions QPV, donc, dont bénéficiait le lycée de la ville de Chelles. Et donc j'ai fait Sciences Po Paris en 5 ans. Donc, je suis diplômé d'un master en ressources humaines, donc rien à voir avec la politique et ces idées-là, parce que souvent, quand on fait Sciences Po, on pense qu'on est prédestiné et formé à faire de la politique, mais finalement, ce n'est pas forcément le cas. Beaucoup d'élèves de Sciences Po sont des élèves d'école de commerce, entre guillemets. En termes de formation, on a un socle commun, mais on n'est pas formé à faire de la politique. Donc, moi, c'était un master en ressources humaines, donc j'ai d'abord travaillé en tant que responsable RH dans le privé. Et à côté, j'ai toujours été très jeune, engagé associativement dans ma ville. Donc, j'ai fait de l'aide aux devoirs dans les centres sociaux. On avait une association avec des amis d'enfance. Et on avait une autre association sur laquelle on organisait des maraudes tous les soirs pour les sans-abri de la ville de Chelles. Et ça a été le cheminement logique pour moi de l'association à l'engagement politique, parce que quand on s'engage associativement, et ça on s'en rend compte à l'échelle nationale, quand on rencontre d'autres acteurs associatifs, quels que soient les territoires, on a souvent cette frustration et ce blocage de se dire mais finalement les leviers de pouvoir ne sont pas dans la main des représentants associatifs, mais des décideurs politiques. Et donc à 18-19 ans, lorsque j'étais engagé associativement, a commencé à mûrir cette réflexion de se dire mais est-ce qu'il ne faudrait pas s'emparer des leviers de pouvoir pour aider le plus ceux qui en ont le plus besoin de la meilleure des manières, parce que aller voir les décideurs et être dans cette position d'attente finalement, de quémander, de passivité, ça ne fait pas avancer les choses. Et donc je me suis engagé politiquement pour cela, et très rapidement j'ai décidé de m'engager sans étiquette, parce que j'avais été approché par l'ancien maire socialiste de la ville de Chelles, que j'avais accompagné lors des élections municipales de 2014. Donc moi, j'ai jamais été étiqueté, je me suis engagé en tant que représentant de la société civile, comme on dit. Et très rapidement, je me suis rendu compte qu'on était sur une campagne où on ne parlait pas de projet, où on ne parlait pas de la ville, mais on parlait de personnes, de places, de listes, de casting. Ouais. Et finalement, c'était beaucoup de gens qui... Alors, l'expression est assez particulière, mais qui se servaient de l'intérêt général pour leurs propres intérêts. Pour leur intérêt personnel. C'est un peu partout, la politique est un peu la même. Et je ne sais pas si c'est pareil chez vous, mais en général, comme tu le disais, sur... La liste était faite en casting. Il faut un Marocain ou une Marocaine, un Algérien, une Algérienne, un Pakistanais, une Pakistanaise, un Portugais, une Portugaise. Et voilà, on n'avait pas forcément les compétences. Et du coup, tu as commencé très tôt, en même temps que les études, puisque Sciences Po, c'est à Paris. Oui, c'est à Paris. Donc, en même temps que les études, j'ai démarré la politique vraiment à 20 ans. Et tu avais le temps ? À 20 ans. C'était difficile de compiler les deux. Donc, j'ai dû mettre de côté mes engagements associatifs. Donc, je soutiens toujours, mais beaucoup moins en avant, dans les organisations associatives que j'ai fondées et que j'ai suivies. Mais c'est vrai que depuis que j'ai 20 ans, je m'engage associativement dans mon collectif citoyen, parce que pour moi, on fait partie de la même équipe. C'est simplement qu'on est dans des secteurs et dans des domaines différents, mais l'objectif est le même, faire avancer l'intérêt général, faire avancer un territoire. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a décidé d'être un collectif citoyen sans étiquette, parce que pour nous, ce qui est important, c'est les projets, c'est d'être une communauté de projets, faire avancer autour de personnes qui ont l'envie, qui ont une éthique de gouvernance, une éthique, même si on n'est pas encore en gouvernance, mais aujourd'hui, l'important dans l'engagement politique, c'est l'engagement sincère. Et l'engagement pour faire avancer sa ville, c'est un don de soi. Souvent, la politique, on se dit, mais il va y avoir un intérêt derrière. Quand on s'engage associativement, on ne va pas demander à un président d'association quel est son intérêt personnel. Pourtant, dans le politique, ça va être le cas. Et les gens vont être déçus du monde politique, parce qu'ils ont fait confiance à des paroles qui n'ont pas été tenues.
Et moi, l'adage, et c'est vraiment le leitmotiv, et ce que je dis à toutes les personnes que je rencontre depuis 13 ans maintenant, vous avez été déçus par des paroles parce que vous avez fait confiance à des paroles, constatez sur pièce, ne prenez pas en compte mes paroles, mais mes actes. Ça fait 13 ans que je m'engage, c'est un engagement citoyen, donc autofinancé, parce que souvent, quand on parle du parti politique, c'est qu'est-ce qu'apporte le parti ? Une base militante et des financements. La base militante, on l'a parce qu'on est sincèrement... on vient sincèrement du territoire, donc on connaît les gens de la ville, on est des gens de la ville, donc la base militante, on l'a. Et le financement, ça, c'est de l'autofinancement, c'est du financement personnel. Une élection, HL, c'est 50 000 €. Donc c'est des choix. Ah oui, quand même. On part moins en vacances, on fait plus d'arbitrage 50 financier. 000 €, c'est le plafond à ne pas dépasser ou c'est ce qu'il faut pour être, on va dire, à l'aise? Bonne question. C'est le plafond de remboursement. D'accord. Pour un deuxième tour. Donc, deuxième tour. Donc le premier, tu dois être à 30. Le plafond est à 30 000, c'est ça. Le plafond deuxième tour est à 50 000. Et si jamais on réalise 5% des suffrages, on est remboursé totalement. Mais c'est quand même des fonds qu'il faut avancer. Des fonds personnels, quand on est sans étiquette, aucune banque ne nous prête de l'argent parce qu'on n'a pas la garantie du parti. Et donc derrière, c'est de l'argent personnel qu'il faut mettre. Donc c'est des choix, des arbitrages personnels. Et ça, s'engager pendant 13 ans avec des fonds aussi importants de manière aussi récurrente tous les 6 ans, si on n'est pas, soit on est fou, soit on est sincère. Choisis quoi alors, fou, sincère ou les deux? Parce que des fois la sincérité est peut-être aussi de la folie. Exactement. Hein, enfin, elle est analysée en tout cas comme je dis ça parce qu'on a aussi l'école du numérique associative et tu sais ce que c'est. Voilà, c'est pour ça l'engagement. Après, ce que je te disais, ce que tu disais très intéressant, c'est les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Malheureusement, les gens ne vont pas voter. Et quand ils vont voter, ils demandent ce qu'ils veulent. C'est ça. Et ça, c'est une vraie question que je me pose depuis quelques temps. C'est une question que je me pose et qui est philosophique, auquel j'ai pas forcément la réponse. Parce que tu vois, tout le monde parle d'intérêt général. Oui. Et après, en fait, ils prennent que leur intérêt personnel. Mais est-ce que, c'est une vraie question là que je me pose, la somme des intérêts personnels, est-ce que c'est l'intérêt général? Je ne sais pas. Hein. Si tu donnes à lui ce qu'il veut, l'autre, tu lui donnes sa subvention, l'autre son appart, l'autre sa place en crèche. Ouais. Si tu rends tout le monde content, est-ce que c'est ça l'intérêt général? Donc c'est une somme d'intérêt personnel. C'est une vraie question que je me pose, mais là, c'est plus de la philosophie. Mais du coup, toi, tu t'es présenté, Salim, en 2014, c'est ça que tu disais tout à l'heure? Alors, en 2014, j'étais colistier. D'accord, colistier sur la liste d'union de la gauche HL. D'accord. Et donc ensuite, je me suis présenté sans étiquette, donc seul en 2020. En 2020. C'est ça. Et parce que j'avais vu qu'en 2015 aussi, tu t'étais présenté. Oui, en 2015, je me suis présenté aux élections départementales. D'accord. Donc on a la chance dans ma ville d'avoir un canton-ville. Donc en fait, quand on se présente aux élections cantonales, on se présente au suffrage devant les concitoyens et les habitants de la ville. On n'est pas à cheval sur plusieurs territoires. Et c'est symptomatique justement de notre engagement politique parce que, étant sans étiquette et ayant un levier d'autofinancement essentiel. Donc en 2015, sans étiquette. Voilà, toujours. 2015 sans étiquette. Et en fait, il fallait qu'on se jauge et il fallait qu'on voit si on était remboursable. Enfin, si on était solvable, pardon. Et donc la première élection, c'est savoir si ça peut prendre financièrement parce que c'est le nerf de la guerre. On ne pourra pas monter sur une municipale si on n'est pas sûr d'être remboursé. Et surtout sur les départementales, il faut être que 2 aussi. C'est ça. C'est un titulaire et une suppléante. Exactement. C'était plus simple. Et donc nous, en fait, la départementale en 2015, c'était un peu le galop d'essai. D'accord. L'objectif, c'était pas de devenir conseiller départemental à 21 ans, c'était de savoir... Oui, donc tu avais 21 ans. Oui, j'avais 21 ans à cette élection. L'objectif en 2015, donc à 21 ans, c'était de voir déjà si, à l'échelle de la première ville du département, la logique sans étiquette collectif citoyen prenait, et si on réalisait les 5% qui nous permettaient d'envisager les municipales de 2020. Et du coup, ça a fait quoi? Et donc on a fait 7% c'est bien. en 2015 sur une départementale, et ces 7%, ils étaient très valorisants pour nous parce que les départementales, c'est une élection qui intéresse peu, sur lesquelles les taux d'abstention sont énormes. On a entre 60 et 70%. En général, là, c'est comme les législatives, il faut une grosse cylindrée, l'étiquette, les gens votent pour Quick, McDo, Burger King. C'est ça. Et il faut bien choisir la franchise. Exactement. C'est soit tu as Mélenchon derrière toi, soit Marine Le Pen. Et les gens ne comprenaient pas. Ils nous disaient, mais vous êtes sans étiquette, vous êtes local, vous allez aller sur une départementale. Donc, même par rapport à ça, c'était très compliqué. Et réalisant 7% sur cette élection, on s'est dit, bon. Et ça, c'est venu juste après la 2014. C'était quoi? C'était un déclic, un ras-le-bol ou qu'est-ce qui t'a pas plu en 2014? Moi, c'était un ras-le-bol perso. En fait, en 2014, donc, j'ai été contacté par le maire sortant. Donc, j'ai pu participer à certaines réunions de campagne. Et comme je te le disais, je me suis rapidement rendu
rendu compte que ça tournait autour des personnes, des places, des listes. Et même moi, étant étudiant à Sciences Po, j'étais complètement éloigné de tous ces échanges. Je ne savais même pas de quoi on parlait. Et la 3e année à Sciences Po se passe à l'étranger. D'accord. Et donc, juste après cette expérience municipale, je suis parti à Washington où j'ai vécu 1 an. Ah ouais. J'étais chef de mission culturelle à l'Alliance française de Washington. D'accord. Et donc, pendant cette expérience d'1 an à l'étranger, j'ai pu faire un reboot et repenser justement à cet engagement politique que j'avais eu. Et donc là, la question, c'était est-ce que j'arrête ? Et donc, je pars sur ma carrière et sur mon développement personnel, ou est-ce que j'essaye de remettre une pièce dans cet engagement de l'intérêt général, mais si je le fais, comment ? Quelle forme ça prend ? Et donc, on a eu à l'époque, c'était Skype qui n'existe plus, mais on a eu pas mal d'échanges Skype avec des amis qui font encore partie du collectif aujourd'hui. On était des heures tous les soirs à discuter, à se dire mais quelle forme notre engagement politique et social peut-il prendre à Chelles ? Et rapidement, on s'est dit on va y aller. On va y aller parce que le parti nous apporte financement et militants. Les militants, on les a. Les financements, on va les trouver. Il y a une départementale dans 1 an. On va se jauger. On va mettre des fonds propres. Si on les perd, au moins on aura essayé, on n'aura pas de regrets. Et si on ne les perd pas, s'ils sont remboursés, ça nous fera déjà une base de travail pour 2020 et on pourra derrière monter en financement et on aura aussi 5 ans pour monter en compétences. Ça vous a coûté combien ? Les départementales, ça nous avait coûté 7 000 € D'accord. en 2015 et les municipales 2020, 35 000 €. D'accord. Et là, on est sur un budget de 50 000 € pour ces municipales. Et en 2020, vous avez fait combien ? En 2020, on a fait 17%, 16,92. Ça fait combien de voix ? Donc ça fait 2000 voix. D'accord. Voilà. Il y avait combien de listes du coup ? Il y avait 7 listes. Ah oui, quand même. Il y avait 7 listes. On n'a pas réussi à faire d'union parce que, en fait, nous, on était sans étiquette depuis 2015, comme on a pu en parler. Mais ça n'a échappé à personne qu'en 2017, on a un président qui s'est fait aussi élire sur le sans étiquette, ce qui a galvaudé un peu l'expression. Et beaucoup de gens nous voyaient comme des macronistes déguisés, ce qui n'était pas le cas parce qu'il y avait une liste LREM qui, elle, était déguisée pour le coup. Donc, on n'était pas du tout LREM, mais beaucoup de gens pensaient que c'était LREM et aujourd'hui on n'a plus du tout ce problème en 2026. C'est aussi dû à l'effondrement de cette dynamique LREM, mais au-delà de ça, après 13 ans d'ancrage local, on n'a plus du tout le sujet de d'où viennent les financements, qui vous êtes, est-ce que vous êtes compétent. En 2020, on a fait 11 réunions publiques. Là, on est à notre 5e meeting. Donc, il y a vraiment une démarche d'aller vers. Et nos meetings, ce ne sont pas du tout des meetings où le candidat fait sa présentation et derrière, on coupe les micros, on passe au buffet. C'est vraiment transparent. On présente l'équipe, on présente le projet et ensuite, on est sur 1 heure à 2 heures de questions-réponses. Et c'est des questions-réponses qui se font en toute transparence face au public. Donc, on a des opposants. Vous ne demandez pas les questions avant. Complètement. On a des opposants qui viennent nous challenger. On a des citoyens de tous bords qui prennent la parole et qui d'ailleurs ressortent souvent convaincus après le meeting. Mais les opposants, ils viennent challenger positivement parlant ou c'est juste de la critique pour critiquer ? Alors, au début, ils venaient challenger positivement parce qu'ils étaient sûrs de leur fait. Et finalement, ils se sont rendus compte que ça nous donnait finalement beaucoup de grains à moudre et que c'était positif pour nous parce que les gens voient qu'en toute transparence, on les démonte façon puzzle, que ce soit sur le programme ou sur leur manière de s'engager. Donc derrière, ils ne viennent plus. Et c'est pour moi la meilleure des réponses. Nous, on accepte le débat avec tout le monde. On est hyper transparent sur notre démarche, sur le terrain. C'est notre leitmotiv. Mais aucun autre candidat, en 2020, on était 7, et aucun autre candidat, aujourd'hui, on est 4, n'a cette démarche. Vous êtes 4, c'est ça ? Il y a combien ? Il y a quoi ? Oui, il y a un candidat communiste de 25 ans qui a été parachuté. D'accord. On a une candidate LFI, avec une faible implantation locale, mais qui suit la doxa nationale de LFI qui veut se présenter partout. D'accord. On a notre candidature citoyenne sans étiquette, et on a le maire sortant qui vient d'avoir un accord avec le Rassemblement national. On a notre union des droites locales. Le maire ne s'en cache plus. Droite extrême ou extrême droite. Exactement. Mais après, Sarkozy a donné l'ordre dans son livre de s'allier avec tout le monde et qui voterait pour Marine Le Pen. D'aller au-delà de la digue. Donc voilà. C'est ça. Donc il n'y a plus de barrage, il n'y a plus de front des castors. La digue a rompu. Tous ceux qu'on sauvait Macron et son équipe, la digue est rompue. Et du coup,
une question, pourquoi tu n'as pas pris justement une étiquette? LFI, ils ne sont pas venus te chercher justement, prendre une étiquette d'une grosse cylindrée, Alors même moi, si localement ça ne sert pas trop à grand chose, on va dire, pour les législatives 2017, tu n'as pas été toi? non, j'ai fait que des élections municipales et cantonales parce D'accord. qu'on a un canton-ville. Moi, en fait, j'ai jamais été, pour répondre très, très précisément à ta question, j'ai jamais été contacté par aucun parti et je n'ai D'accord. jamais fait cette démarche d'aller vers un D'habitude, parti. quand tu fais un super score, ils viennent te... Oui, ils Ouais. viennent te chercher, mais je pense que ça se voit en fait dans nos éléments de langage et dans la façon dont on communique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas la politique, même si ça peut être paradoxal pour un candidat à une élection. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ma ville. Et finalement, ce que je répète à mes équipes, c'est que on ne se sert pas de la ville de Chelles pour faire de la politique, on fait de la politique pour Chelles. Si j'avais été un sportif de haut niveau et que j'avais pu m'engager dans l'action sociale de ma ville, je l'aurais fait. Aujourd'hui, moi, ma voix et les facilités que j'ai eues, entre guillemets, elles sont dans ce secteur-là. Et donc, aujourd'hui, c'est mon levier différenciant pour essayer d'apporter ma pierre à l'édifice au développement de ma ville. Donc, la politique, j'en fais à Chelles, j'en ferai pas ailleurs. Je me vois pas du tout comme l'homme politique qui ferait de la politique là où il est. C'est un engagement citoyen et c'est avant tout l'engagement d'un Chellois pour les Chellois. D'accord. Et du coup, comme là, c'est une liste 100% citoyenne, avec vos propres deniers et tout, quels sont les obstacles que tu peux rencontrer quand tu as une liste citoyenne? Est-ce que c'est logistique? Est-ce que c'est financier? Est-ce que c'est... On essaye de nous mettre des bâtons dans les roues. Les autorisations, tu vois, ouais. On essaye de nous mettre sur la logistique, on essaie de nous mettre pas mal de bâtons dans les roues. Généralement, dans les élections, quand on a besoin d'une salle pour faire un meeting, une réunion publique, on a le droit à des salles municipales, mais tout de suite, on va nous prêter des salles qui sont sous-dimensionnées. Quand on a des meetings où on doit recevoir 200 personnes, on ne va pas nous prêter le centre culturel, on va nous dire qu'il n'est pas disponible. Et donc, pour respecter la loi, la ville va nous proposer des salles, mais qui ne sont pas adaptées. Quand on va dire, mais finalement, si on reçoit 200 personnes et que la salle que vous nous proposez n'est pas adaptée, proposez-nous un gymnase. On va vous dire non, mais le gymnase, ce n'est pas adapté à des réceptions. Pour autant, le maire fait ses vœux du maire dans des gymnases. Donc voilà, on a ces petits blocages-là, mais ça, on l'a anticipé, on l'a vécu en 2020. Et le fait d'avoir eu cette première expérience en 2020 nous a permis d'anticiper tous ces problèmes. Et donc là, depuis 2024-2025, on est complètement... on s'est émancipé du soutien de la municipalité. On loue des salles privées. Ça nous coûte beaucoup plus cher, mais ça fait vivre l'économie locale aussi. C'est comme ça que je le vois. On va avoir des entrepreneurs locaux qui ont des salles, qui nous louent leurs salles. Ça nous permet aussi de nous faire connaître. Ils n'ont pas la pression? Alors, si, beaucoup ont la pression. Alors, c'est une pression qui est insidieuse parce qu'en fait, on va leur envoyer des huissiers de justice pour faire des constatations. Et donc, on a par exemple la salle qui nous loue ces espaces pour les meetings qui nous dit ce matin, il y a quelqu'un de la mairie qui est venu prendre des photos pour le maire. Et donc, nous, on se dit, bon, le maire n'est pas aussi bête que ça. Il a quand même pas envoyé des services municipaux dans le cadre de la campagne. Et en fait, quand on va voir le commerçant et qu'on se renseigne, on se rend compte que finalement, ce n'est pas les services municipaux qui sont venus, c'est le maire, via son parti politique, qui a financé, donc qui a mandaté un huissier de justice pour venir faire des constatations. Donc, parce que forcément, quand on fait une réunion publique, on a des affichages dans la salle qui sont des affichages liés à l'événement public. Et le maire explique qu'il envoie un huissier de justice pour constater qu'il n'y a pas de propagande électorale hors du code électoral et donc qui vient simplement en prévention. Mais personne n'est dupe. Sa prévention met une pression insidieuse aux commerçants. Et derrière, le commerçant nous appelle paniqué en nous disant mais il y a un huissier de justice qui est venu. Alors qu'un huissier de justice, vous comment on peut en mandater un? Et vous le faites du coup ou pas? Non, on le fait pas. On pourrait, mais on n'est pas là-dedans en fait. Si le maire se rabaisse à ça, notre objectif c'est de continuer droit dans nos bottes, de faire les choses de manière tout à fait transparente. Moi, le maire, je le connais pas à titre personnel. J'ai aucun problème personnel avec lui. J'ai un problème avec ce qu'il incarne et sa posture et ce qu'il met en place. Mais à titre personnel, moi, je ne veux pas rentrer dans des guerres d'ego, dans des guerres de personnes. Et d'ailleurs, je serai son maire dans peu de jours. Donc ça sera un administré comme les autres et je le recevrai sans aucun problème. Alors, il ne l'était pas avant ces élections. D'accord, il a été parachuté du coup? C'est ça, il a été parachuté. Il a grandi dans la ville de Courtry, qui est une ville limitrophe. Alors, à l'époque, Courtry n'avait pas de collège, donc il a fait quelques années collège dans notre ville. Et ensuite, il est parti dans le 94. Alors, pour son CV politique, il a été
candidat sur une liste au municipal à Champigny en 2022. D'accord. Il a été candidat sur une liste à Dammartin-en-Goël en 2008. Et, il a essayé toutes les villes. Et donc, il a réussi à Chelles. Exactement. Il s'est rappelé qu'il avait une attache chelloise en 2014. Il était chef de cabinet de Jean-François Copé-Hameau. Ah oui, d'accord. Ah ouais, donc c'est l'artillerie lourde, là. Exactement. Ah oui, et donc, par opportunisme politique, il fallait justement créer cet arc UMP à l'époque LR dans le nord de la Seine-et-Marne. Et donc, il y a eu cette opportunité de le placer contre le maire sortant en 2014. Et donc, il a gagné à quelques voix d'écart. Parce que c'était quoi, une ville de gauche, Chelles? Moi, je n'ai connu qu'un maire socialiste, en fait, de 95 à 2014. Moi, je suis né en 92. Donc, c'était une ville qui avait été socialiste pendant 3 mandats. D'accord. Mais Chelles n'est pas forcément une ville très ancrée parce qu'on avait, avant les socialistes, on avait eu, c'était le RPR à l'époque, on avait eu 2 mandats d'un maire RPR, d'un député maire. Avant ça, on avait aussi connu un maire communiste. D'accord. Donc voilà, Chelles, c'est une ville assez mouvante, mais de gauche aujourd'hui, quand on regarde les résultats politiques de 2015 à 2026, la tendance est beaucoup plus à gauche. D'accord. Et du coup, moi je sais qu'à l'époque, Chelles, on devait passer un film, je crois qu'il s'appelle Ils l'ont fait. Oui. C'est pour ça que je te parle d'obstacles. Quand tu montes une liste citoyenne, c'est un film monté par un collectif citoyen avec 200 acteurs et figurants. C'était l'histoire d'un jeune du quartier qui se présente aux élections municipales face à un maire corrompu. On devait le passer avec quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui sera peut-être dans ta liste, Jean Riad, qui est Chaou. Donc je lui passe un grand coucou. Et ce jour-là, on a eu une panne électrique. Oui. Donc il n'y avait plus d'électricité là où on devait passer le film. Je ne sais plus si c'était dans un cinéma ou dans une salle. C'est un cinéma municipal. Tu vois, donc on ne pouvait plus le passer le jour J. Ouais. Et après, on avait essayé de récupérer une autre salle. Comme par hasard, il y en a eu. Et puis on n'a jamais pu passer le film à Chelles. Donc le maire, j'espère que... Et on ne vous a pas proposé d'autres dates? Non, plus jamais de date. Donc j'espère que cette panne électrique a redémarré au cinéma. Parce que si le jour J, ça tombe en panne, c'est pour ça que je te posais cette question. Donc, quand on est une liste citoyenne pour l'intérêt général, comme le film, surtout que si tu me dis qu'il a été parachuté par Copé, c'est la baronnie, on connaît la façon les de bébés faire, chiraciens, on connaît, parce que nous aussi, on a un ami de Copé qui est de la même équipe, qui est Pierre Bédier, qui est président du département dans les Yvelines, et qui était aussi la même équipe que Fillon, Copé et Pierre Bédier, qui étaient shortlistés à l'époque par Chirac, parce que c'était ceux qui étaient les plus compétents et en qui il avait misé. Plus confiance, Exactement, qui étaient des pointures en politique et qui le sont encore, je pense, puisqu'ils sont encore au pouvoir, aussi bien Pierre Bédier chez nous dans le 78 que Copé. Fillon, malheureusement, il devait être président, mais il a été rattrapé par ses costumes. Et voilà. Du coup, Chelles, c'est une ville de combien d'habitants? Il y a combien d'électeurs? Alors, Chelles, on a une ville de 54 000 habitants. D'accord. Sur ces 54 000 habitants, on a 33 000 inscrits sur les listes électorales. Ouais, pas mal. Sur les 33 000 inscrits sur les listes électorales, donc ça va dépendre des scrutins, mais on a une participation qui oscille entre 16 et 20 000 électeurs. D'accord. Donc, sur l'élection municipale de 2020, alors beaucoup de gens y voient une victoire parce qu'on est arrivé deuxième et qu'on a récolté 2000 suffrages. Mais c'est aussi une élection qui a été marquée par le Covid. On a eu 68% d'abstention. Et donc, sur ces 68% d'abstention, pour donner un ordre d'idée, le maire a été élu avec 6 000 voix. Donc 6 000 voix, 54%, c'est pas du tout représentatif quand on sait qu'en 2008, le maire PS à l'époque, pour gagner dès le premier tour à 51%, avait fait plus de 8 000 voix. Donc en fait, le ticket du premier tour est à entre 8 et 9 000 voix. En 2020, il s'est effondré à 6 000 voix. On aurait dû avoir un deuxième tour. Malheureusement, le Covid est passé par là. Mais là, je pense que ça a complètement changé. Ça fait 6 ans. En termes d'incarnation, en termes de projet de notre côté, en termes de bilan du côté du maire, je pense qu'on peut même envisager une victoire dès le premier tour le 15 mars. Ah ouais? Oui, je pense que c'est dans l'air du temps en fait. Le bilan du maire est... Non, je vais rester objectif, je ne vais pas dire catastrophique, mais le bilan est mauvais, les gens s'en rendent compte en fait. Surtout du coup, c'est sa deuxième mandat. C'est son deuxième mandat, et surtout qu'en fait, il y a eu, on parlait des paroles, mais il y a eu, je vais encore rester objectif et pas parler de mensonges, mais il y a des paroles non tenues en 2014. Quand le maire est arrivé, il a surfé sur l'urbanisation en disant qu'il allait stopper le bétonnage. Il a expliqué que ça allait devenir une ville ultra sécurisée, et force est de constater aujourd'hui que en fait, l'urbanisation le dépasse complètement avec le plan régional et avec la gare du Grand Paris qui arrive. C'est des projets de construction qui doivent arriver, alors qu'on peut
harmoniser avec le paysage urbanistique et le cachet de la ville à la marge, mais on ne peut pas stopper les constructions. D'ailleurs, il y a des projets phares de construction au niveau du parc du Souvenir, donc le parc de l'avenue de la Résistance, donc du centre-ville de Chelles. Il y avait un projet de construction à l'entrée du parc sur lequel il avait fait une grosse communication en noir sur fond jaune fluo en disant projet stoppé par le maire. Et 1 an plus tard, il y a un projet qui reprend. Donc voilà, il y a eu ces communications qui ont pu passer en 2014 pour le faire élire, qui ont pu passer en 2020 parce qu'il y a eu le Covid. Mais aujourd'hui, les gens se rendent bien compte de cette communication trompeuse et se rendent bien compte que l'urbanisation continue et surtout qu'on a d'autres problématiques au niveau de la ville, notamment les déserts médicaux, notamment 40% de la population qui a moins de 30 ans et qui est dépourvue de services jeunesse parce que le maire a complètement fermé toutes les MJC de la ville. Donc on n'a plus aujourd'hui de structure pour accueillir 40% de la population chelloise pour les accompagner dans leur... Pourquoi ? C'est parce qu'en fait les jeunes ne votent pas en 2014-2020 ? Alors ça c'est très intéressant la manière dont tu l'abordes. Moi je pense qu'aujourd'hui et même au-delà du maire de Chelles... le maire sortant il s'adresse à sa clientèle. Si sa clientèle a plus de 65 ans et qu'elle n'utilise pas la MJC... Moi aujourd'hui je pense que c'est symptomatique d'une façon de faire de la politique et d'une façon d'appréhender l'intérêt général. Aujourd'hui on a des maires qui sont les maires de leur électorat. Et c'est vraiment pour ça qu'on est sans étiquette et qu'on le restera, parce que pour moi, on n'est pas le maire des gens qui ont voté pour nous, on est le maire de l'ensemble de la ville. On fait campagne pour une partie de la population, mais une fois qu'on a été élu, on est élu pour l'ensemble de la population. Et c'est pour ça que je le disais en rigolant, mais je serai le maire du futur ex-maire de la ville, parce que... on a une responsabilité d'intérêt général, et ce n'est pas parce que vous n'avez pas voté pour moi que demain je ne vais pas mettre en place une politique qui vous concerne et une politique qui répond à vos besoins. Et aujourd'hui, on est vraiment dans cette... C'est très intéressant ce que tu dis, puisqu'aujourd'hui, en fait, je réponds qu'à ma clientèle qui ont acheté entre guillemets acheté, mais qui ont répondu à mon produit, et donc il va répondre à 3000, 5000 électeurs qui ont plus de 65 ans. Et moi, ce qui me choque, c'est que c'est complètement assumé en plus, parce que là, je suis dans l'opposition dans plusieurs mairies, c'est pas que HL, c'est vraiment dans plusieurs mairies où c'est je m'adresse qu'à mon électorat. À mon électorat. Moi, je suis dans l'opposition depuis 6 ans, et au conseil municipal, souvent quand j'interpelle le maire dit non, mais j'ai été élu pour ça. J'ai été élu par mon électorat pour ça. C'est ça. Et c'est ça qui est problématique. On en parle aussi souvent par rapport à la présidentielle. En France, on a une culture présidentielle où le président est au-dessus des partis. C'est pour ça qu'on a un Premier ministre qui va à l'Assemblée nationale et un président qui ne va pas à l'Assemblée nationale. Parce que le président de la République, dans la Ve République qu'a voulu le général de Gaulle, il est au-dessus de ces guerres partisanes et il est devant l'intérêt premier de la nation. En théorie. En théorie. Et à l'échelle locale, malheureusement, on n'a même plus cette théorie-là. On est clairement l'élu de son électorat, et ça, c'est problématique. Et du coup, ça se passe comment quand tu es en conseil municipal? Tu y vas tout le temps? Je vais au conseil municipal. Alors là, j'y vais plus depuis la rentrée. J'ai décidé de m'économiser ça et de me concentrer sur le terrain, parce que malheureusement, nos conseils municipaux, c'est des chambres d'enregistrement. C'est ça. Il n'y a que lui qui parle. Il n'y a que lui qui parle. Le maire décide de les faire le mardi à 18h. Donc c'est très, très agréable d'avoir salle vide avec des conseils municipaux qui sont censés être ouverts au public, mais sur des horaires sur lesquels le public ne peut pas être présent. Derrière, il n'y a pas de retranscription, il n'y a pas de retransmission en direct, ce qui se fait dans beaucoup de communes. Ça marche toujours pas? C'est pas filmé. Le maire nous dit que ça coûte trop cher. Donc on lui a proposé pourtant de le filmer à nos frais et de le retransmettre à nos frais, mais ça aussi il le refuse. Donc c'est très problématique quand on a une telle organisation de la vie publique locale où tout est vertical, tout est centralisé, très peu de communication, très peu de transparence. On peut être en désaccord sur la politique à mener, on peut être en désaccord sur les projets. On peut s'opposer politiquement, même de manière assez virulente sur le fond. Mais je pense qu'il faut qu'on ait ce respect des personnes, ce respect des institutions, d'autant plus aujourd'hui où on a un délitement de la vie publique, où on est beaucoup plus sur la forme que sur le fond. Il y a plusieurs facteurs, les réseaux sociaux, les problématiques à l'international, mais aujourd'hui, les gens sont dans cette crise de confiance et dans cette crise de la représentativité. Donc je pense qu'au-delà de nos visions politiques sur le fond, il faut qu'on incarne ce symbole, cette éthique et cette transparence. Et aujourd'hui, moi, c'est ce qui me pose problème avec le maire de ma ville.
Et du coup, il faut combien de personnes sur ta liste Alors à Shell, il faut 45 personnes sur la liste. 45. Sur les 45 personnes, selon les résultats qu'on fait, on a entre 30 et 33 personnes qui siègent dans la majorité. Et c'est quoi le profil Ils viennent d'où Alors c'est assez drôle. Alors je le dis souvent en réunion publique, les gens vont me prendre pour un manipulateur, mais on a une parité qui est sensationnelle au niveau de la liste et on ne le fait pas exprès. C'est-à-dire qu'on a une parité légale homme-femme, on a une parité sociale, c'est-à-dire qu'on a des représentants de toutes les catégories socio-professionnelles. Parce que ça, c'est vrai que c'est pas toujours gagné. Ça, c'est pas toujours gagné, et malheureusement, on a l'impression en France que tant que la loi ne l'oblige pas, on n'y arrive pas. Et aujourd'hui, on en parlait avant l'interview sur la représentation des gens issus des quartiers populaires. Moi, souvent, par rapport à mon faciès, on va me mettre dans cette case-là, alors que je suis fils de cadre, privilégié. Je n'ai jamais vécu dans les quartiers populaires, même si je les connais de par mon entourage et les gens avec qui j'ai grandi. Et donc moi, aujourd'hui, je ne me sens pas légitime à porter la parole des quartiers populaires ou à me faire représentant des quartiers populaires. Pour autant, il faut que dans la liste que je constitue, on ait des représentants de ces quartiers populaires. C'est essentiel. Et donc aujourd'hui, comment on fait quand on met une liste municipale, qu'on soit issu d'un parti ou d'un collectif citoyen, pour avoir une représentation la plus objective possible. Et donc par rapport à ça, nous on travaille sur la parité sociale, mais aussi sur la parité en termes d'âge. On a une moyenne d'âge de 40 ans au niveau de la liste. Donc souvent, c'est jeune, mais souvent les gens vont nous dire alors vous avez tu es jeune, donc ça va être une liste de jeunes avec un projet de jeunes, alors que pas du tout. On a notre doyen qui a 79 ans. Ah oui. Là, on est samedi. Demain matin, je serai au marché dimanche matin à Shell avec une partie de mon équipe. Et pour le coup, c'est plus de 70 ans. Donc là, je suis le plus jeune. Et on a cette représentation de tous les quartiers aussi. Centre-ville, quartier excentré. Shell, c'est 16 km². C'est une très grande ville. Ah oui, quand même. C'est, pour donner un ordre d'idée, 2 fois Montreuil. À Montreuil, on a 2 fois plus d'habitants. On a 110 000 habitants. À Shell, on a 55 000 habitants. Oui, donc c'est bien. Voilà. Donc c'est une ville qui est pas densément peuplée. C'est une ville avec 55 000 habitants qui sont assez bien répartis, un peu plus équilibrés, mais avec des problématiques. Quand on parle de problématiques de transport qui sont essentielles et qui répondent à un vrai problème du quotidien des habitants de ces quartiers. On a parlé du métro Grand Paris qui va arriver au centre-ville de Shell. On a des quartiers qui sont à 2-3 km du métro. Donc comment on fait pour que l'ensemble des habitants de la ville bénéficient de ces nouveaux services publics ? On a des problématiques en termes de santé. On est en France et donc on a une situation de désertification médicale au niveau national, mais qui est encore plus importante à l'échelle de notre ville. Et on se rend compte qu'il y a des zones qui sont moins urbaines, des zones rurales de villages sénémarnais voisins, qui ont plus de médecins par habitant que dans notre ville. Donc on se rend bien compte que la problématique, que le désert médical, c'est aussi dû à un manque de volontarisme politique, à un manque de projet politique. Et ça, d'ailleurs, c'est très intéressant. Tu ne m'as pas posé la question, mais tant que je l'ai en tête, souvent on m'interpelle là-dessus en me disant « mais comment vous allez faire et combien ça coûte ?» C'est très intéressant parce que quand on parle de santé et de faire venir des médecins, on nous demande combien ça coûte. Si j'avais dit « je vais faire venir de la police municipale et je vais installer des caméras », on ne me demande pas combien ça coûte. Et donc derrière, il y a aussi ce prisme à changer dans la façon d'aborder la chose publique, l'intérêt général, nos programmes politiques. Donc j'ai fait cette digression, mais c'est pour moi, pour ça qu'on est sans étiquette, parce qu'on incarne une nouvelle façon de faire de la politique. Et du coup, ton curseur, il se situe où ? Droite, gauche, extrême gauche Alors, pareil, je vais y répondre de manière... Centre, en même temps de... Je vais y répondre de manière très précise, à gauche. D'accord. Voilà, comme ça, c'est fait en introduction. Maintenant, le souci, c'est... Qu'est-ce que la gauche aujourd'hui ? Ouais, voilà, parce qu'il y a la gauche traître du PS, exactement, qui a rejoint Le Cornu et Macron. Exactement. Moi, quand je m'engage politiquement... Ceux qui parlent du centre-gauche, centre-droit, c'est quoi le centre, du coup ? C'est ça. Et moi, quand je m'engage politiquement en 2013-2014, on en parlait en introduction. Ouais, tu disais tout à l'heure, c'est la période Hollande, c'est la période de la loi Travail El Khomri qui est portée par une ministre de gauche. Hollande aussi, qui est de gauche. C'est ça. Donc, c'est la déchéance. Mon ennemi sera la finance et exactement. ça finit à la déchéance de la nationalité. Exactement. Donc quand on a tout ça,
on se rend rapidement compte que finalement, ce n'est pas les paroles qui comptent, ce sont les actes, c'est l'incarnation. Et aujourd'hui, la définition que je donne et à laquelle je m'attache, c'est quand on est, pour dire si on est de droite ou de gauche, on en revient à la liberté, égalité, fraternité et à la définition de l'égalité. Pour nous, l'égalité, qu'est-ce que c'est ? Pour moi, si on est de gauche, l'égalité, c'est comprendre que l'égalité de tous, c'est avant tout l'équité. Et c'est donner plus à ceux qui en ont le plus besoin. Quand on est de droite, on estime qu'il faut qu'on récupère autant qu'on donne. Donc si on ne donne pas, on ne récupère pas. Et si on donne beaucoup, on récupère beaucoup. Ce n'est pas ma vision politique. Moi, je pense qu'on est sur un principe d'équité. Il faut donner à ceux qui en ont le plus besoin. Et moi, aujourd'hui, je l'ai dit juste avant, je suis quelqu'un qui a été privilégié dans mon éducation, dans mon développement personnel. Je donne beaucoup. Et j'estime que je n'ai pas à recevoir plus que ceux qui ont été dépourvus de la chance naturelle naturelle, ou je ne sais pas comment on va appeler ça, mais voilà. Le ruissellement, le ruissellement de famille en famille, centenaire, et qui fait qu'en fait, on part avec les mêmes... Exactement. Et pour autant, moi, mon grand-père est arrivé en France, c'est un immigré algérien arrivé en France en 1957, donc qui était dans les bidonvilles de Chelles. Ma mère y a grandi, elle y est née. En 64, donc ensuite elle a déménagé, elle a grandi à Clichy-sous-Bois, donc dans les grands ensembles d'une ville voisine du 93, et donc elle est revenue quand elle était enceinte de moi à Chelles en 91. Donc moi je suis né, j'ai grandi à Chelles. Moi, ma mère elle est retraitée maintenant, mais elle était DRH chez Gaz de France. D'accord. Et j'ai grandi dans un foyer monoparental, donc j'ai pas connu mon papa. Pour autant, la vie ne me prédisposait pas forcément à être privilégié. Ce n'était pas le cas de ma mère non plus. Mais dans ma famille, ce que j'ai reçu en termes d'éducation, c'est justement ces valeurs de travail, de résilience, d'éthique, de transparence, qui font qu'aujourd'hui, j'en suis arrivé à faire une grande école, j'en suis arrivé à avoir une émancipation financière, qui m'a permis justement de pouvoir engager ces projets d'intérêt général qui sont chers pour moi. Qu'est-ce que je voulais te dire ? Je voulais te poser aussi la question, du coup, les habitants de Chelles, même si tu as dit que tout à l'heure, ils étaient un petit peu déçus du maire sortant, est-ce qu'ils sont quand même contents de son travail quand tu fais les marchés, parce que des fois, tu sais, les gens n'osent pas trop dire, ils prennent le flyer ou le prospectus et ils disent oui, c'est très bien, c'est un enfoiré ou ce que tu veux. Mais après, un petit peu le syndrome de Stockholm. Est-ce que les gens, toi, quand tu fais du porte-à-porte, que tu fais le marché, est-ce que les gens sont contents de son travail ? Est-ce qu'il y en a qui vont encore voter pour lui ? Et la question après que j'allais te poser, c'est est-ce qu'il utilise justement ces méthodes de, entre guillemets, clientélisme, où il va chouchouter telle association ou telle personne âgée, ou donner des cadeaux de fin d'année ou de Noël aux personnes qui votent, etc. Est-ce qu'il utilise ces méthodes-là ? Puisque, comme tu dis qu'en plus, c'est un proche de Copé, c'est cette droite-là qui utilise beaucoup le clientélisme, le communautarisme pour flatter son électorat. Comment tu le vois, toi, quand tu es sur le terrain ? Moi, je pense qu'il y a une certaine passivité intellectuelle. Je m'explique, sur le terrain, quand on va sur les marchés ou quand on est en porte-à-porte, quand on rencontre les gens, souvent, ça va être « Non, mais le maire, pourquoi en changer ? Il est gentil, il est accessible. » Donc, ce qui revient, ça dépend prix. Voilà. Ça dépend prix. Il est souriant. Il est souriant, on le voit. Il a ses enfants scolarisés dans la ville. Il fait son marché le dimanche matin. Et donc, c'est pour ça que je parlais de passivité intellectuelle, parce que être gentil, c'est pas un métier. Et en fait, quand on choisit le maire de la première ville du département, on choisit le PDG du premier employeur du territoire. Donc, c'est quasiment 1000 agents communaux. Au-delà des 1000 agents communaux, la ville de Chelles, c'est 100 millions d'euros de budget par an. Donc, c'est pas anodin. Et donc, forcément, quand on va voter pour le maire de la ville, finalement, c'est un grand entretien d'embauche qui dure de 8h à 18h en une journée dans votre bureau de vote, où il va falloir choisir son maire sur ses compétences, sur sa façon d'appréhender les politiques publiques, sur sa façon d'innover dans un contexte financier contraint. Et aujourd'hui, c'est pas du tout ce qui revient. Aujourd'hui, on va être sur oui, mais il est gentil, il est souriant, il est accessible, il a marié ma fille, voilà. C'est très terre à terre. C'est comme Balkany à Levallois. Hein. Complètement. Donc certains l'ont compris et vont être dans ce marketing politique-là. D'autres vont être beaucoup plus. Il faut pas résumer ça. Faut pas résumer l'électorat à cette vision-là et à ce prisme. Beaucoup justement vont être dans une vision projet, dans une vision
d'attente, d'innovation, dans une vision d'attente de politique publique forte qui répondent aux besoins réels du territoire et dans une vision aussi d'anticipation. Gouverner, c'est prévoir. Et aujourd'hui, les problématiques qu'on va avoir, parce que la gare du métro Grand Paris qu'on va avoir, c'est un élément essentiel et structurant pour notre territoire. Mais à la marge, on va avoir aussi des externalités négatives. On va avoir des problématiques liées au logement, liées à l'insécurité qui peuvent arriver. Et ça s'anticipe dès aujourd'hui. Donc, comment on arrive à anticiper ça dans le programme de 2026 avant même que la gare du Grand Paris arrive? Comment on arrive à prévoir les problématiques de demain, à les anticiper? Je prends souvent l'exemple des émeutes urbaines de 2005. Ces émeutes qui ont commencé à côté de chez vous, qui ont commencé exactement à peine 2 km à vol d'oiseau de Chelles. Toute la France des quartiers brûle en 2005, sauf à Chelles, alors qu'on est à 2 km de l'épicentre de ces émeutes. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, on avait des amortisseurs sociaux très forts et on avait des MJC, des clubs préadolescents dans tous les quartiers. Et donc, au moment où la jeunesse française connaît une frustration, la jeunesse populaire française connaît une frustration de délaissement, à Chelles, on n'a pas cette frustration du délaissement parce qu'on a des MJC, on a des animateurs qui nous accompagnent, on est en projet associatif, on est en projet à l'international, on a des accompagnements, on a une ouverture culturelle, une ouverture de loisirs. Et d'ailleurs, moi, j'en ai bénéficié. Je suis l'enfant de ces politiques publiques. J'ai grandi à Chelles et j'étais adolescent à cette période-là. Oui, c'était né en 92, tu devais avoir 13 ans. Exactement. Des émeutes, exactement. Donc, je comprends l'impact qu'a la politique publique sur l'anticipation des problématiques sur un territoire. Et donc aujourd'hui, on parlait du métro avant, tout est lié. Là, on parlait de jeunesse, là, on parle de transport. Il faut qu'on choisisse le maire par rapport à sa vision, à son ancrage, à sa compétence. Et d'ailleurs, de moins en moins, mais en 2020, on me parlait beaucoup de l'âge et de l'âge comme facteur d'évaluation de la compétence et de la prise de recul. C'était avant Macron. C'était avant Macron. C'était avant Macron. Aujourd'hui, Zoran Mamdani est maire de New York à 33 ans. Donc, il a ton âge. Donc si Zoran Mamdani à 33 ans peut être le maire de la capitale du monde, pourquoi Salim Drissi ne pourrait pas être maire d'une ville de Seine-et-Marne qui est Chelles? Du coup, justement, j'allais en venir à cette question. Donc, très bonne transition. Sachant que les gens ne votent pas. Les jeunes, etc. Il y a un fort taux d'abstention. Après, je ne connais pas le taux d'abstention à Chelles. Comment tu vas chercher justement cet électorat qui vote pas tout? J'ai vu que toi, tu étais beaucoup sur le terrain. Et puis déjà, donc, ça fait plus de 13 ans du coup que tu t'es engagé. Donc, tu t'es pas réveillé un matin et tu as dit je vais faire de la politique. Donc ça, c'est tout à ton honneur. Je vois que tu es beaucoup sur les réseaux sociaux. Tu fais pas mal de terrain, de marché, de porte-à-porte. Tu es sur TikTok, tu es sur Insta. Quelle est ta méthode? Est-ce que tu utilises tout pour aller convaincre? Comment le ressentent cet électorat qui ne vote pas? Est-ce qu'ils vont voter? Ou est-ce qu'ils sont encore je vais voter, puis à 18h le dimanche, il est où Hamid? Il dort, il faut aller le chercher. Tu vois. Donc, comment ça se passe? Nous, on va chercher tous les électorats. Pas par stratégie politique, mais parce que justement on s'adresse à tous les électorats. On s'adresse à l'ensemble des habitants de la ville parce que ne s'adresser qu'à une partie de la population, ça voudrait dire qu'on ne fait campagne et qu'on ne fait gestion que pour une partie de la ville. Ce n'est pas du tout notre doxa. Donc ça se ressent dans notre façon de communiquer, dans notre façon d'aller vers. Donc on est sur l'ensemble des réseaux sociaux, que ce soit Snapchat, Instagram, TikTok, Facebook, parce qu'aujourd'hui Facebook c'est le réseau social des jeunes de plus de 50 ans. et des 35-49 qui sont beaucoup. D'après les datas que j'ai commencé à regarder, il y a une forte proportion de gens qui votent qui sont dans 35-49, complètement. Avec beaucoup de femmes. Donc, aussi. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que nous, dans notre collectif citoyen, on a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Comme quoi la forme... Les femmes s'intéressent plus à la politique que les hommes. Complètement. Et donc, par rapport à ça, donc on est sur l'ensemble des réseaux sociaux et on essaye de faire des contenus qui sont adaptés aux réseaux sociaux et au type de réseau social sur lequel on va communiquer et au type de public cible qu'on a sur ces réseaux sociaux. Donc, par exemple, sur TikTok, ça va être la petite musique du moment, la petite vanne du moment. Là, la personne férue de politique pourrait dire oui, mais non, mais c'est pas crédible, c'est pas adapté, on comprend pas. Mais derrière, pour cette personne qui a besoin de plus de contenu, on va envoyer le fascicule qui coûte très cher de 20 pages du programme détaillé point par point dans les boîtes aux lettres. Mais je pense qu'il faut s'adapter aux différents publics et c'est ce qu'on fait depuis 2015. Donc on est sur tous les réseaux. On s'adapte
à tous nos publics. On est sur le terrain, on fait du porte-à-porte, on fait des meetings, des réunions publiques. Un sacré boulot. Et puis, ce que je te disais, tu vois, enfin, en regardant même sur les différents réseaux sociaux, Facebook, Insta, TikTok ou même Snapchat, il y a du très très bon boulot. Hein. Je te dis pas ça pour te flatter ou te gonfler, et en plus, c'est très authentique. Et c'est ça le plus important, c'est l'authenticité, parce que des fois, tu vois, ça sonne faux. Il y en a que ça sonne faux, alors que là, en fait, c'est très authentique. Tous les différents messages que tu envoies sur les différents réseaux sont authentiques. Et tout à l'heure, tu parlais faux, justement. Tout à l'heure, justement, tu parlais de franchise. Tu parlais de McDo, et tu faisais le parallèle entre les franchises de la restauration rapide et les partis politiques. Pour les législatives ou les grosses élections, on va dire, nationales, faut un mastodonte, c'est ça. Et l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, la politique a évolué, mais le monde de la communication dans lequel on vit a évolué. Et quand en 2020, l'élection nous coûtait très cher sur de la production vidéo, parce que pour faire de la production vidéo, il fallait contacter une boîte de communication avec des moyens, etc. Aujourd'hui, avec un smartphone, on a exactement le même rendu vidéo, on a accès à CapCut, à Canva, à des logiciels qui ont démocratisé finalement la communication et qui nous permettent de communiquer de manière beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide et surtout beaucoup moins onéreuse. Et donc, ça permet de démocratiser la politique, et ça, c'est pas un facteur qui a simplement démocratisé l'action politique. On le voit dans la restauration, on le voit dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on est entrepreneur, il y a des nouveaux métiers qui se sont créés grâce au smartphone. Et justement, quand on en parlait dans la question précédente sur la compétence, pour moi, c'est une preuve de manque de compétence justement de nos politiques de ne pas adapter leur communication aux nouveaux contenus. Aujourd'hui, quand on regarde les communications institutionnelles de nos mairies, ça donne pas envie. On est sur le papier glacé. Ça donne pas envie, mais en fait, lui, comme il s'adresse à ses 3000 ou 4000 électeurs, il se dit ça suffit. Exactement. Pourquoi aller sortir de sa zone de confort, malheureusement. Exactement. Après, la vraie question, c'est ce que tu dis, c'est le 15 mars 2026, premier tour, puis le 22 mars 2026. Est-ce que, tu vois, justement, tous ces outils, est-ce que, justement, les nouveaux, l'IA et tout ce qui va avec, tous ces outils qui permettent d'accélérer et d'aller toucher plus de monde, est-ce que ça marche ou, tu vois, on ne change pas une équipe qui gagne ou qui perd à voir. Du coup, qu'est-ce que je voulais te dire? Quelle est ta vision, toi, du pouvoir local de manière générale? De manière générale, même si tu as déjà répondu, entre guillemets, en disant que là, tu bossais plus pour les Chélois. Du coup, tu avais vraiment une vision d'un habitant de Chelles pour Chelles. Et j'ai l'impression que c'est ce qui t'anime le plus. Quelle est ta vision du pouvoir local et quelles sont les grandes lignes de ton programme, si tu peux en parler, bien évidemment. Ouais, bien sûr. Voilà. Les grandes lignes du programme, c'est avant tout la santé. On parlait de désert médical. Aujourd'hui, on a un médecin pour 500-600 Français à l'échelle nationale. Quant à Chelles, on a un médecin pour 1500 Chellois. Donc, on a 3 fois moins de médecins qu'à l'échelle nationale. Et donc, oui, il y a le numerus clausus qui pose un problème à l'échelle nationale, mais on a aussi des facteurs locaux qui expliquent cette désertification médicale, et notamment le manque de volonté politique, le manque de volontarisme politique, d'action, de financement de politiques publiques en direction de la santé. On a des villes assez représentatifs en Île-de-France, dans des territoires différents, comme Asnières, comme Mitry-Mory, comme Fontenay, qui investissent sur des centres municipaux de santé avec des médecins salariés. Et c'est exactement la priorité de notre programme, ouvrir un centre municipal de santé avec des médecins salariés pour faire venir des médecins traitants dans notre ville. C'est ce qui manque, parce qu'aujourd'hui, on a SOS Médecins, on a des cabinets médicaux d'urgence qui se sont installés, mais ça ne répond pas à la demande et aux besoins des habitants de la ville d'avoir une médecine du quotidien, une médecine de suivi. Et aujourd'hui, pour avoir des médecins qui nous accompagnent sur ce projet et qui font partie de mon collectif, ça répond aussi à une demande des jeunes praticiens, parce que les praticiens ne veulent plus forcément aller vers du libéral, ne veulent plus, après 10 ans d'études, s'installer en cabinet avec des coûts de recrutement, de secrétariat médical et d'acquisition de locaux ou de location de locaux assez onéreux, parce qu'on est obligé de trouver l'associé qui va vouloir venir dans la ville dans laquelle on est. Et donc, par rapport à ça, le fait de passer sur des structures où on aurait des médecins salariés, ça nous permet à la fois de fidéliser le praticien et de l'emmener sur un projet de service public sur du temps long, parce que si le médecin est salarié de la ville, il peut faire de la prévention à l'école. Bien sûr. Il peut faire de l'intervention dans des quartiers excentrés, dans des locaux qui appartiennent à la municipalité. Donc, on remet au cœur du service public la santé, et ça, c'est vraiment la première priorité. On en parlait
Et d'ailleurs, sur le financement, parce que c'est une question qui vient beaucoup, la ville de Chelles a la chance de pouvoir envisager ce type de dispositif. Ça ne veut pas dire que c'est la solution qui fonctionnerait sur tous les territoires, mais à Chelles, on a du foncier. On a du foncier qui est inexploité, donc on pourrait réallouer ce foncier déjà existant pour accueillir ce centre municipal de santé. Derrière, le seul coût serait le coût des salaires des médecins, mais il s'avère que quand on est sur une structure publique de santé, l'encaissement des consultations se fait par la structure. Donc ça s'autofinance. C'est un système qui fonctionne. On ne l'a pas inventé. Hein, oui, ça existe dans d'autres villes. Je ne sors pas de la baguette magique. Ensuite, il y a les transports, parce qu'on va avoir la chance d'avoir une gare du métro Grand Paris en centre-ville, mais on a des quartiers excentrés sur lesquels on met 25-30 minutes pour aller à la gare en bus. Et donc, forcément, quand on est à 25 minutes de plus que les habitants du centre-ville pour accéder au transport et aller à Paris travailler, c'est une discrimination d'accès au marché de l'emploi de fait. Et comment nous, municipalités, comment nous, pouvoirs publics locaux, on fait pour résorber justement cette discrimination d'accès au marché de l'emploi? Ça passe par la remise en place de lignes de bus directes qui permettent d'aller de ces quartiers excentrés, d'un point dans ces quartiers excentrés, un point central, à la gare de Chelles. Ça, pareil, c'est pas un dispositif qu'on invente. Il existait. Moi, j'en ai bénéficié quand j'étais plus jeune. Ils ont simplement été supprimés parce que les transports à Chelles, c'est une délégation de service public. Et donc, si on n'a pas des élus qui sont vigilants sur les délégations de service public et qui font de certains points des priorités avec le délégataire, ça reste une entité privée qui réfléchit que s'il n'y a que 3 personnes qui prennent le bus à cette heure-là, c'est pas rentable pour moi, donc, même si en vrai, lui, il est payé. Donc, complètement. Et donc, aujourd'hui, on veut se servir justement de l'agglomération et de l'organisation politique territoriale dont on bénéficie pour aller voir les maires des villes limitrophes et renégocier la mise en place de ces lignes directes, parce que aller voir les 3 villages qui sont attenants, qui sont limitrophes de notre quartier excentré, leur expliquer qu'on pourrait avoir un bus qui passe dans leur village, et une fois qu'il est sorti de leur village, passe par notre quartier excentré et va directement à la gare pour le métro du Grand Paris. Ça permet d'avoir 4 maires qui vont négocier avec Keolis, qui est notre prestataire notre délégataire de service public, notre prestataire de transport, et donc ça donne beaucoup plus de force à répondre à ce besoin du quotidien de nos habitants. Donc voilà, santé, transport. Et le 3e point, on en parlait, réouvrir des MJC, réouvrir des maisons de la jeunesse, donc pour les adolescents de 11 à 15 ans et pour les jeunes adultes de 15 à 18 ans. Parce qu'aujourd'hui, on a des centres de loisirs quand on est chellois, on a des structures qui nous accueillent jusqu'à 10 ans. À partir de 10 ans, on n'a plus rien. Et on a un vide total, et on vous dit de venir à la structure d'orientation à la gare de Chelles quand vous avez 18 ans pour faire un CV et faire 2-3 impressions. Malheureusement, aujourd'hui, souvent sur le marché du travail, on parle du piston et on élude complètement le réseau. 60% des emplois en France sont pourvus par le réseau. Exactement. Ça ne veut pas dire que c'est du piston, ça veut dire que c'est de la connaissance, parce que quand on recrute, le recruteur, il est en position de risque, et donc il a besoin de confiance, et donc son réseau, ça lui permet justement de résorber cette part de risque et d'avoir confiance dans la future recrue. Et donc aujourd'hui, comment on crée des réseaux, comment on accompagne les jeunes de 11 à 18 ans, tu n'as pas de réseau. Complètement. Comment on les accompagne dans leur développement personnel, aujourd'hui, à l'entretien d'embauche, le point le plus important, c'est l'oralité. À quel moment on travaille l'oralité ? Les enseignants, j'ai été enseignant moi-même, n'ont pas le temps. Et ce n'est pas leur rôle d'accompagner les jeunes dans ce domaine-là. Donc il faut créer des structures où on reçoit les jeunes, où on les accompagne sur leur orientation, où on essaye de créer des vocations, où on leur donne accès à la culture, au sport, aux loisirs. C'est essentiel parce que ça permet déjà de résorber une inégalité sociale quand on n'a pas forcément l'environnement familial qui nous permet d'accéder à ces secteurs. Mais au-delà de ça, ça permet aussi de faire ville. Parce que c'est dans ces structures que moi j'ai connu des jeunes de tous les quartiers, des jeunes de toutes les catégories socio-professionnelles. Et j'en parlais sur les émeutes de 2005. Ça a permis justement de créer un amortisseur social énorme à l'échelle de notre ville. Et donc il faut recréer un service jeunesse. Donc pour résumer nos 3 priorités, faire venir des médecins, améliorer la desserte en transport
et créer un service jeunesse. D'accord. Et du coup, je voulais te poser une question qui revient beaucoup 2025-2026, qui est un peu, on va dire, pour moi, le syndrome de Stockholm. Toi, tu t'appelles Salim Drissi, tu es arabe. Tu vois. Est-ce que tu as encore justement cette remarque, ah bah non, ils voteront pas pour toi parce que tu es un arabe ou tu es un noir ou tu es de telle nationalité, même si toi, je pense que ça doit être différent parce que tu es déjà sur le terrain depuis, on va dire, 2013, donc 13 ans. Mais est-ce qu'en 2026, est-ce que tu as encore ce genre de remarques? En 2026, ça vient encore, ouais. Ça vient encore parce que ce qui marque sur l'affiche en premier, c'est le faciès. Oui. Et donc, Salim Drissi, surtout que là, en plus, si le maire a fait une alliance avec le RN. C'est ça. C'est ça. Donc on forcément. va bien parler de grands remplacements de ton côté. C'est ça. Donc forcément, ça vient. Forcément, les gens se disent, mais alors, au marché, souvent, ça vient justement avec nos soutiens qui ont nos jeunes qui ont plus de 70 ans. Souvent, on leur dit, ah, mais t'es avec l'arabe, mais c'est le jeune arabe, mais on peut pas avoir un maire arabe. Mais qu'est-ce que ça veut dire un maire arabe? Je parle pas l'arabe. Je ne l'écris pas, je ne le lis pas, je viens pas d'un pays arabe. Si vous voulez, je suis même pas français, je suis chellois en fait. J'ai vécu toute ma vie à Chelles, je connais la ville par cœur. Souvent, je le dis à mes amis, bandez-moi les yeux la nuit et je vous emmènerai dans n'importe quelle rue sans aucun problème. C'est ce que je dis un peu dans le spectacle, ce qui est assez paradoxal, c'est quand on est à l'étranger, on nous appelle les Français. Exactement. Et quand on est en France, comme tu dis, on nous appelle l'arabe, le beurre, le bico. Mais ça, j'en veux pas. Le beurre. Mais j'en veux pas aux gens qui tiennent ces propos-là parce que finalement, c'est de la méconnaissance et c'est une méconnaissance qui est assez symptomatique. Au final, aujourd'hui, l'opinion publique, d'ailleurs, quel que soit le pays, l'opinion publique est façonnée par notre culture commune. Notre culture commune, une grande part aujourd'hui en 2026, c'est le cinéma, c'est la culture audiovisuelle. Et dans le cinéma français, l'arabe positif n'existe pas. Non. Moi, j'ai grandi, donc je suis né en 92. Un des blockbusters de mon enfance, c'était Taxi. Samina Seri, qui est beaucoup plus arabe que moi, du coup, sur le faciès, il s'appelle Daniel. Il s'appelle Daniel dans le film de Luc Besson. Et quand on regarde d'autres films qui sont tirés de biopics, qui sont des histoires vraies, comme Intouchable avec Omar Sy ou comme L'Ascension avec Ahmed Silla, ce sont des histoires vraies avec des Français d'origine maghrébine, mais pour lesquels on a mis des stars noires parce que justement on a ce référentiel colonialiste du noir qui est gentil, qui est docile, qu'on va pouvoir apprivoiser, alors que dans la conception colonialiste qu'on a, l'arabe il est traître, l'arabe il est fourbe, et donc l'arabe on va pas lui donner une image positive dans le cinéma français. Et donc les scénaristes de ces films, les réalisateurs de ces films ont aussi un enjeu financier, un enjeu de production, de production, que le film sorte. Donc, et donc forcément, ils sont obligés de répercuter certains biais cognitifs, certains biais racisants qui sont présents dans le... Et ça ne nous aide pas. Ça nous aide pas, en fait, parce qu'aujourd'hui, l'arabe positif n'existe pas. Et ça se ressent. Il y a un excellent rapport de France Stratégie qui est sorti en 2017, qui a été commandé par le ministère du Travail, justement sur l'aspect de la vision qu'a l'opinion publique de certaines minorités et la corrélation avec leur intégration sur le marché de l'emploi et les chiffres du chômage. Et en fait, c'est édifiant. C'est édifiant de montrer qu'aujourd'hui, en France, des profils comme les miens sont des profils qui ne peuvent pas être positivés. Et c'est d'autant plus important, justement, d'avoir des représentants politiques qui sont issus de toutes les minorités, parce que ça permet justement de faire avancer l'opinion publique. Et le fait que Salim Drissi soit maire de Chelles à 34 ans en 2026, ça permettra de faire avancer aussi certaines mentalités pour que ça ne soit plus un sujet dans les décennies qui vont venir. Mais il faut qu'à un moment, on se retrousse les manches et qu'on arrête d'avoir l'arabe humoriste, l'arabe sportif. Il faut qu'on ait... le français maire de sa ville et qui le chellois maire de Chelles, tout simplement, comme Zoran Mandani qui est maire de New York. Voilà. Exactement. Et du coup, si tu es élu demain, quelle serait ta première décision? Question piège, là. Question piège que je n'avais pas préparée. La première décision, si je suis élu maire de Chelles demain... Bonne question. Je pense que ça serait de passer dans l'ensemble des écoles primaires de la ville, parce qu'ils ne seront pas en vacances à ce moment-là. Pour leur dire que tout est possible. Pour leur dire que tout est possible et pour essayer de
de savoir quel est leur ressenti, justement. Parce que nous, on est tellement dans ce combat depuis 13 ans qu'on en oublie le fait que, naïvement, les gens ne vivent pas forcément ce combat, ne le comprennent pas forcément. Et justement, la sincérité, elle est souvent chez l'enfant. Donc, allez voir les jeunes chélois de nos écoles primaires pour leur demander comment ils ont perçu ce qui s'est passé le dimanche précédent. Je pense que ça sera un bon moyen de mettre en place. Un bon petit baromètre pour savoir Exactement. Quelle est l'ambiance de la ville. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, du coup, la victoire? La victoire dans 71 jours, dès le premier tour. Pareil, on en parlait en venant avant le podcast. Je pense qu'en termes de potentiel électoral, on a beaucoup plus de potentiel électoral que le maire actuel. La problématique, c'est que... peut-être la division. Au-delà de la division, parce que notre travail l'a estompé, je pense. Aujourd'hui, la vraie problématique, c'est le taux d'engagement. Et on en parle souvent sur les réseaux sociaux. Il vaut mieux avoir 2000 followers avec un taux d'engagement à 1000. C'est ça. Des fois, il faut avoir une communauté de 1000 qui t'achète tes tickets de spectacle. Exactement. Que 1 million qui mettent que des j'aime. Exactement. Et aujourd'hui, le maire sortant... Comme tu disais tout à l'heure, gentil, c'est pas un métier. C'est ça. Et aujourd'hui, le maire sortant a un taux d'engagement très fort. On en parlait aussi. Son électorat, à 8 heures, ils font la queue. Exactement. Ils font la queue. Ils ont voté et ils attendent les résultats le soir. Ils savent quel jour a lieu l'élection. Ils sont inscrits sur les listes et ils savent dans quel bureau de vote ils votent. Nous, on a un potentiel électoral beaucoup plus important, mais avec des gens qui malheureusement n'ont pas pu bénéficier de très loin. Voilà. Parce qu'il n'y a pas d'éducation politique. Il n'y a pas d'éducation civique. Parce qu'au collège, ça a dû être ton cas aussi. En éducation civique, c'était le prof d'histoire qui rattrapait le programme qui était trop dense. Et donc, on n'a pas vraiment eu de culture politique. Et on parlait du réseau sur le marché de l'emploi, mais sur le secteur du vote, c'est la même chose en fait. Aujourd'hui, qui nous met le pied à l'étrier du vote, c'est les parents. Si les parents ne votent pas, c'est très difficile de s'intéresser à la politique, c'est très difficile d'entrer dans un bureau de vote parce que ça ne se fait pas naturellement. Surtout quand on est jeune, parce qu'on n'a pas forcément à 18 ans le besoin du logement, on n'a pas forcément le besoin de la place en crèche, pas encore, on n'a pas forcément le besoin de l'emploi, pas encore. Et donc, par rapport à cela, on ne va pas forcément se poser cette question de « mais pourquoi aller voter ?» Sauf si ça a été inculqué par l'éducation familiale. Et donc, aujourd'hui, nous, sur notre potentiel électoral qui est très fort, malheureusement, on a beaucoup de gens qui nous disent « oui, je te soutiens, mais t'inquiète pas, je vais voter pour toi. » Et derrière, quand on se renseigne, ils ne sont même pas inscrits sur les listes électorales. C'est même des gens, et on s'en est rendu compte même cette semaine, on a des gens qui font du porte-à-porte avec nous, qui inscrivent les gens sur les listes électorales, qui ne sont eux-mêmes pas inscrits sur les listes, pour montrer à quel point on est complètement déphasé par rapport à ça, en fait. Et il y a tout un travail d'éducation à faire, d'éducation populaire au sens large, sur l'importance d'être inscrit, d'être bien inscrit, de savoir, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vous disent « mais moi, je suis inscrit dans une autre ville, mais je peux voter quand même à ces élections-là ». On a des questions, franchement, c'est assez ubuesque. Hein. Des personnes qui vous disent « mais dans les grandes villes, c'est jusqu'à 20h, on pensait que c'était une grande ville, mais en fait, le bureau de vote ferme à 18h. » Les personnes qui vous disent « mais moi, je suis allé voter, ça, on l'a vécu en 2020 », des jeunes qui vous disent qui étaient bien inscrits, mais qui vous disent on est allé à la mairie, mais ils nous ont dit que c'était pas là. Parce qu'ils votent pour le maire, donc ils pensent qu'il faut aller à la mairie. Ils oublient qu'ils ont un bureau de vote, ou ils ne savent pas qu'ils ont un bureau de vote au pied de leur résidence, qui est leur ancienne école primaire. Donc il y a tout ce travail à faire qui est même plus un travail d'éducation civique qu'un travail programmatique. Parce que souvent, ces profils-là... C'est exactement ça, comme tu dis. On ne sait pas où est le bureau de vote, on ne sait pas où est-ce qu'on vote, on ne sait pas c'est jusqu'à quelle heure. Et puis en fait, alors que ça prend que 5 minutes. Exactement. Pensez à tous vous inscrire et aller voter. Merci en tout cas, Salim, pour cette heure d'échange, ce qui était très, très intéressante. J'espère, je te dis merde pour le 15 mars, en espérant que tu gagneras dès le premier tour. J'espère, merci beaucoup. Comme ça évitera de voir plusieurs maires venir à la mosquée le jour de l'Aïd. Ce sera entre les deux tours. Donc, merci à toi et bonne continuation en tout cas. Merci beaucoup. Merci.